place aux questions. Déjà, merci beaucoup pour tout ça. J'ai bien aimé le fait qu'il y avait aussi les autres chercheurs, des références qui nous permettent d'aller plus loin. J'espère que vous avez aussi compris, et peut-être même plus que moi, donc vous m'expliquerez des trucs. On va passer aux questions. On ne pourra pas faire passer le micro, donc il faudra parler bien fort. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou simplement des réactions et des remarques, hein, ça peut être ça aussi. Donc, madame et puis monsieur. En fait, moi j'ai plusieurs questions. Je peux les poser et puis je vous laisse répondre. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé donc, du gène qui était modifié. On sait que quand même, on ne connaît pas tous les gènes. Et donc, ce fameux gène peut être modulé en fonction du stress, transmis de manière de génération en génération. Comment il a été découvert? Parce que je pense que c'est des découvertes qui sont récentes. Hein. Comment on sait que c'est ce gène-là qui est responsable donc, de rapport au stress, etc. Donc voilà, c'était juste parce que moi j'ai fait de la génétique il y a très longtemps et on ne connaissait pas ce gène-là, on n'en a jamais parlé. Et donc en fait, moi j'ai commencé l'introduction de mon livre, je commence à parler de ça. Donc en fait, en 2002, on a terminé de séquencer tout l'ADN humain. Et c'est comme ça en fait qu'on a pu définir qu'il y avait environ 22 000 gènes. Et donc on pensait à l'époque que on connaissait tout et qu'on allait pouvoir remplacer un gène défectueux, faire de la thérapie génique, un peu comme on remplace une pièce défectueuse dans une voiture. Et donc en fait, il s'est avéré que c'était pas du tout le cas. Alors l'ADN, c'est l'information, mais l'ADN, il ne peut pas fonctionner tout seul. Ça dépend de l'environnement. Donc tout ça a été vraiment cartographié. On a vraiment établi quelle partie de l'ADN. Je ne sais pas sur quel chromosome se trouve ce récepteur, mais le gène qui code pour le récepteur au cortisol, il est bien identifié. Et donc c'est un des gènes qui a été beaucoup étudié parce que justement, il y a vraiment un impact. Les traumatismes importants laissent vraiment des traces. Donc tout ça est bien connu aujourd'hui, on sait exactement à quel endroit, sur quel chromosome et quelle région de l'ADN. Et alors j'avais une autre question, vous avez parlé de la plasticité cérébrale. Oui. Moi j'ai travaillé dans le placement familial et en fait on a fait des études sur le sujet et on a vu que quand un enfant était placé au-delà d'un certain âge, les possibilités, donc on sait que ça abîme le cerveau, donc la maltraitance abîme le cerveau, la bienveillance permet vraiment de permettre au cerveau voilà, tout ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord, mais donc on a quand même vu qu'à partir d'un certain âge, au niveau de la plasticité cérébrale, c'était quand même beaucoup plus complexe et que la possibilité de revenir en arrière et de pouvoir réparer ces blessures était quand même beaucoup plus complexe. Donc je voulais savoir si vous n'avez pas donné d'âge tout à l'heure. J'ai pas donné d'âge, mais c'est vrai que la plasticité, elle est vraiment maximale les 5 premières années de la vie. Et donc en fait, si ça vous intéresse, il y a un site qui est génial, c'est le site de Céline Alvarez. Et il y a une vidéo sur le site de Céline Alvarez, elle a écrit un livre justement sur l'éducation. Et donc il y a une vidéo sur la plasticité cérébrale qui est vraiment géniale parce qu'elle montre vraiment que jusqu'à l'âge de 5 ans, en fait, il s'établit tout le temps des connexions au niveau du cerveau. Alors bien sûr, cette plasticité, elle reste, mais elle diminue avec l'âge. Et donc c'est ça qui fait aussi que, je ne sais plus quel nombre de mois, mais un enfant peut apprendre toutes les langues. Et puis alors après ce délai-là, il perd cette capacité. Et donc, et c'est ça aussi que les 5 premières années de la vie sont vraiment essentielles. Et moi je reviens d'une conférence que j'ai été donnée à Lille. Et donc il y avait un confrère vraiment spécialiste en épigénétique qui parlait de l'importance vraiment des 1000 premiers jours de la vie. Parce qu'ici, je ne suis pas rentrée dans les détails, l'épigénétique, c'est vraiment un sujet compliqué. Mais l'importance vraiment des 1000 premiers jours de la vie. Donc la grossesse et les premières années de vie, parce que c'est à ce moment-là, en fait, que le génome de l'enfant est le plus fragile, le plus vulnérable. Donc on peut dire qu'un grand nombre de maladies peuvent déjà se programmer en total. C'est vraiment l'importance de protéger le plus possible les mamans des comportements, mais aussi de l'environnement. Parce qu'on sait que les polluants, ça laisse des traces. Et justement, ce confrère, on a pas mal discuté ensemble et il nous disait, moi j'étais assez choquée, c'est que les chiens, à Mexico City, ont la maladie d'Alzheimer. Donc ils respirent à longueur de journée des particules fines dues au gaz d'échappement des voitures, hein, puisqu'il y a plusieurs millions d'habitants à Mexico. Vous imaginez, donc on sait évidemment qu'Alzheimer, c'est une maladie où on accumule des métaux lourds au niveau du cerveau, dont l'aluminium. Donc
Donc on sait que les polluants laissent des traces, donc lui disait vraiment prévention les 1000 premiers jours de la vie, parce que justement c'est à ce moment-là que le cerveau de l'enfant est le plus fragile, et son ADN aussi. Alors là je ne suis pas rentrée dans les détails, mais pendant le début en fait de la grossesse, il y a une reprogrammation de toutes ces marques épigénétiques, et c'est ça qui permet le développement de l'embryon. Donc si la maman est confrontée à un gros stress à ce moment-là, bon, évidemment il y a des choses qu'on ne sait pas prévoir, hein, mais les polluants, ça c'est quelque chose dont on peut en tout cas se préserver. On sait que les pesticides passent par le cordon ombilical, ça passe aussi dans les maternelles. Donc soyons conscients de ça. Hein, mais donc effectivement, la plasticité est très importante les 5 premières années de la vie. Après, on garde encore une certaine souplesse, mais ça diminue. Je vois, parce qu'il y a d'autres... Je reviendrai vers vous. Hein. Je vois toutes les futures mamans qui sont en train de se dire « Ah bon, c'est comme ça ?» Monsieur? Alors, moi, en vous écoutant, très intéressant. Deux adages populaires qui me sont venus à l'esprit. C'est premièrement, on devient ce que l'on mange, et deuxièmement, la musique adoucit les mœurs. Alors, premièrement, est-ce que l'alimentation peut impacter l'épigénétique? Est-ce que la musique aussi, parce que je fais le lien avec la méditation, la prière, etc., peut aussi impacter le style de musique? Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors au niveau de la musique, je ne connais pas bien, mais je sais qu'il y a des études qui montrent qu'effectivement, il y a vraiment des changements bénéfiques. Et je pense à un truc, mais je sais que dans certains alpages, on met pour la traite des vaches de la musique, et certaines musiques classiques, et bon, ben voilà, elles produisent plus de lait. Donc voilà. Mais bon, donc la musique, il y a des études effectivement qui montrent qu'il y a des effets bénéfiques. Et alors, donc l'autre aspect, c'était la deuxième question, l'alimentation. Oui. Donc tout à fait. Hein. Donc l'alimentation a vraiment un impact. Bon, on l'a vu chez les abeilles, hein, que ça a un impact, mais que ça a un impact chez l'homme aussi. Et donc, moi j'avais vu un reportage justement sur des vrais jumeaux. Et donc, ça montrait en fait qu'en fonction du mode de vie, s'ils allaient vivre à des endroits complètement différents, eh bien, ils n'allaient pas avoir métabolisé les aliments de la même manière. Donc, il y a un impact sur l'expression des gènes. Donc, l'alimentation a vraiment un impact. Et moi, j'aimerais bien citer une étude qui a été réalisée, parce que c'est une des études les plus remarquables qui montre aussi qu'il y a une transmission à la descendance. Donc, parmi les études, en fait, l'épigénétique est étudiée principalement dans 3 grands domaines. Le cancer, parce qu'aujourd'hui, on sait que le cancer est une maladie épigénétique. Ce n'est pas une maladie génétique. Donc, il y a quelques gènes qui prédisposent, mais aujourd'hui, on sait que c'est vraiment une dérégulation dans l'expression des gènes, le cancer. Il y a certains gènes qui vont promouvoir le développement du cancer, ce sont les oncogènes, et il y a d'autres gènes protecteurs qui ne s'expriment pas. Le deuxième domaine où c'est étudié... Je n'ai pas bien compris quand vous dites que c'est une maladie épigénétique et pas génétique. Donc en fait... Excusez-moi, je retarde le... Donc c'est une maladie épigénétique qui est due à une modification dans le fonctionnement des gènes. Donc ce n'est pas vraiment des mutations, des changements dans les bases de l'ADN. Et donc en fait, il va y avoir développement du cancer parce que quelque part il y a certains gènes protecteurs qui vont plus s'exprimer et d'autres gènes qui favorisent le développement du cancer qui vont s'exprimer et qui ne s'exprimaient pas au départ. Alors le deuxième domaine, ce sont les maladies métaboliques. C'est tout ce qui est diabète, le syndrome métabolique. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vais répondre à votre question. Et là, le troisième domaine, c'est ce qui est comportemental. Hein. C'était le sujet de mon exposé aujourd'hui. Et en fait, il y a une étude qui a été réalisée, donc c'était à la fin de la guerre 40-44. Donc en Hollande, en fait, il y a eu une famine sans précédent qui a duré pendant 6 mois. Et donc c'était dans l'année 1944. Et les mamans qui étaient enceintes à l'époque, elles n'avaient pratiquement rien à manger, donc elles recevaient à peu près 500 calories par jour. Et donc les enfants qui sont nés de ces mamans, qui étaient carencés à l'époque, ont eu des bébés qui avaient un petit poids de naissance. Alors ça paraissait vraiment logique. Donc il y a eu ici une adaptation à l'environnement. Donc les petits sont nés en relative bonne santé, mais avec un petit poids de naissance. Et en fait, le changement au niveau de l'alimentation a fait en sorte que eh bien, le bébé allait moins bien croître. Donc c'est une hormone de croissance en fait, dont l'expression a été diminuée. Il y a plein d'autres gènes qui ont été changés, mais en tout cas, ils ont vraiment pu montrer qu'il y avait une hormone de croissance qui avait diminué. Et ces changements se sont répercutés sur la génération qui suivait.
Donc la génération qui a suivi, eh bien, ils continuaient à avoir des bébés avec des petits poids de naissance, alors que l'environnement avait changé. Donc il n'y avait plus de carence alimentaire. Et donc les descendants, en fait, avaient des problèmes dans la métabolisation des aliments. Donc beaucoup plus de cas de diabète et de syndrome métabolique. Donc on sait que la manière de manger et les aliments modifient l'expression des gènes. Et que dans certains cas aussi critique que celui-là, puisque là il s'agissait d'une famine, donc c'est comparable à un traumatisme, eh bien il peut y avoir des changements qui se transmettent d'une génération à l'autre. Vous avez parlé de l'impact du racisme sur, enfin c'était le titre de la conférence. J'aimerais savoir, pour les personnes justement qui sont racistes, est-ce qu'il y a des pistes de recherche ou bien qui ont des comportements racistes? Est-ce qu'il y a des pistes de recherche qui permettent de comprendre si, justement, est-ce que l'épigénétique permet de nous expliquer si ça peut être transmis aussi par un... Je ne sais pas s'il y a des pistes de recherche ou s'il y a déjà eu des recherches sur la question. Je ne connais pas d'études sur le sujet, mais en tout cas, le racisme vient de la peur. Donc voilà, ce qui est à l'origine, c'est vraiment la peur. Et donc, j'ai été à une conférence au mois de septembre, et donc c'est quelqu'un qui parlait justement de comportements racistes, et elle disait mais n'ayez pas peur des autres, allez vers les autres. Donc c'est vraiment la peur qui est à l'origine. Alors la peur, c'est une émotion du stress. Donc il n'y a pas d'études qui sont faites sur le sujet. Donc moi aujourd'hui, je voulais vous présenter des études qui montrent que dans le cas de certains génocides, dans le cas de certains traumatismes comme des abus, mais bon, je veux dire, le racisme c'est un comportement qui peut vraiment entraîner un état de stress. Et donc chez la personne qui le reçoit, maintenant la personne qui a ces comportements-là, on l'a vu dans la vidéo au départ, donc aussi c'est aussi un mode de peur. Donc quand on vit dans la peur, on est sous stress, donc on n'est pas justement zen et cool. Donc si on est sous stress, en fait le stress c'est action-réaction. En fait on perd des capacités d'adaptation, et je prends l'exemple du cercle. On est sur un rail de fonctionnement. Action-réaction, ça veut dire que sur un cercle, si on prend un rail, c'est 2% de liberté sur 360 degrés. Donc, quelque part, action-réaction, on est sur un rail de fonctionnement et on a perdu cette souplesse d'adaptation à l'environnement. Tout simplement parce que, je veux dire, on va être sur un rail de fonctionnement. Donc, c'est la peur qui va être à l'origine de ça. Mais donc, on l'a vu parce que cette vidéo antiraciste sur l'origine de l'ADN, elle est géniale. Parce que les gens, au départ, ont des croyances, ils sont quelque part pris dans leurs croyances. Ah oui, moi j'étais l'origine, ceci. Et puis on voit quelque part que les choses changent parce qu'ils se rendent compte que ça n'a vraiment aucun sens. Qu'on est vraiment tous métissés. Même si ça ne se voit pas spécialement de l'extérieur, on est tous métissés. Et c'est un gros avantage que cela. Donc je pense que c'est vraiment lié à un stress de peur et surtout une capacité d'adaptation à l'environnement qui s'est perdue. Donc on peut retrouver aussi peut-être des traumatismes, etc. Ça ne justifie pas du tout les comportements, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut en sortir. Oui, et comme c'est aussi un apprentissage social, le racisme, donc on peut comprendre autrement et déconstruire. Oui. Moi, ma question, en fait, c'est sur la réversibilité des gènes. Parce que vous disiez que c'était important de mettre en place des thérapies, mais aussi de changer l'environnement. Et donc par rapport au racisme, je voulais vous demander, donc quand on est souvent confronté, donc on parle de racisme institutionnel, on est souvent obligé de rester dans l'environnement. Est-ce que c'est possible finalement quand même d'avoir cette réversibilité juste avec la thérapie tout en restant dans l'environnement raciste? Alors, est-ce que la médiation, puisque je vis du racisme, moi, est-ce que je devrais faire de la méditation? C'était important. Oui, voilà. Ça, cette réversibilité, vous disiez que c'était important d'amener une thérapie, mais aussi de changer d'environnement. Donc ma question, c'est si on reste dans un environnement, pour l'instant, voilà, un racisme institutionnel, donc on est souvent confronté à rester dans cet environnement, est-ce qu'il y a quand même moyen de faire cette réversibilité juste avec la thérapie tout en restant dans un environnement raciste? Donc à partir du moment où on arrive à ne plus être affecté par l'environnement, que cet environnement ne déclenche plus chez nous la réponse au stress. Et donc, je veux dire, oui, bien sûr. Et donc, la méditation pleine conscience, moi je l'enseigne. Je trouve que c'est vraiment une super pratique.
Et donc, à ce moment-là, on apprend quelque part à ne plus être affecté de la même manière. Parce que souvent, ce sont les ruminations mentales qui tournent dans la tête de façon automatique. Donc, si quelque part, on n'est plus touché, affecté par l'environnement, ça ne va plus déclencher chez nous la réponse au stress. Maintenant, ça demande quand même de la pratique. Hein. Ouais. Mais c'est bien sûr possible. Et donc, à ce moment-là, on arrive quelque part à ne plus être touché, à prendre du recul et ne plus être dans un mode de fonctionnement action-réaction. Si tu m'attaques, je t'attaque. Hein, donc, c'est vraiment ça, en fait, le rail de fonctionnement. C'est action-réaction. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui avait demandé une question par là. Oui, c'est vrai que j'ai changé. Je suis descendue. Je vous en prie. J'ai peut-être mal entendu, mais vous disiez qu'il y avait 3 grands domaines d'études. C'est plus fort au niveau du donc, le cancer, toutes les maladies métaboliques donc liées à l'alimentation. Et le troisième, ce sont les comportements. Hein, donc le stress, l'impact du stress, donc ça c'est ce dont je vous ai parlé. C'est vraiment les trois grands domaines d'investigation dans le domaine de l'épigénétique. Donc il y a des publications tout le temps. Hein. On n'en parlait pas beaucoup il y a 10 ans, mais maintenant c'est incontournable. Et même au Télévis, en fait, ils ont admis il y a quelques années qu'ils s'étaient trompés. Parce qu'on parlait de maladies génétiques pour le cancer. Hein, donc moi j'ai travaillé pendant quelques années sur le cancer du sein et j'ai participé à plusieurs projets. Et c'était une collaboration nord-sud. Donc en fait on avait un projet européen où quelque part on étudiait un petit peu qu'est-ce qui prédisposait à un cancer du sein. Donc c'était une collaboration nord-sud. Donc la France, la Belgique ont collaboré avec la Tunisie, le Maroc et le Liban. Et on a étudié un petit peu sur les cancers du sein, quelle était l'expression des gènes, hein, si on pouvait mettre en relation avec certaines prédispositions, certains pronostics. Et donc on pensait en fait dans le cancer du sein, il y a certains gènes de susceptibilité et ces gènes-là ont été étudiés. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les cancers héréditaires. C'est lié vraiment à des changements de base dans l'ADN. Ça, c'est de la génétique. Et il s'est avéré à la fin de l'étude que les cancers héréditaires étaient vraiment beaucoup moins importants que ce qu'on pensait. Tous les autres sont liés à l'environnement. Donc on sait aujourd'hui, et ils ont admis lors d'un Télévis qu'ils s'étaient trompés, que le cancer c'est une maladie épigénétique qui est due à un changement dans le fonctionnement des gènes et pas à des mutations qui vont faire en sorte que le gène va moins bien fonctionner. Je voulais juste avoir... S'il vous plaît, dans le fond, on demande plus fort, on ne demande pas. Juste, est-ce que les dias seront disponibles? Et l'autre étude, je veux savoir, de manière plus... Oui, je suis d'accord, hein. je peux vous envoyer le PDF. Donc, comme ça, on va, oui. Et comme ça, vous pouvez accéder aux vidéos qui sont dedans. Vous avez le titre et vous pouvez les retrouver, elles sont sur Internet. Comme ça, vous aurez le son. Ceux qui le veulent mettre leur mail dans le carnet ici. Donc, première question, c'est OK. Et deuxième question, c'est donc vous présentez justement par exemple les méditations, etc. En tant que moyen justement de défense contre le stress. De votre pratique, combien de temps ça prend? Par exemple, quelqu'un qui est victime de stress à cause du racisme, de manière relativement profonde, combien de temps ça prend pour telle ou telle pratique pour qu'il devienne plus immunisé? Oui. Alors donc, en tout cas, moi je peux parler de la méditation, les autres, évidemment, je ne les pratique pas. Mais donc un programme de Wisnen permet déjà d'avoir un changement et donc d'augmenter en fait la plasticité. Donc on désactive l'amygdale qui déclenche la réponse au stress et donc on a beaucoup plus de capacité de prendre du recul. Donc un programme de Wisnen à raison de 2 heures par semaine donne déjà des changements. C'est la régularité et d'y consacrer un petit peu de temps après, hein, parce que ça c'est vraiment, je dirais, c'est comme un tremplin. Et alors ce qui est vraiment génial aussi, c'est la cohérence cardiaque. Hein. Je l'ai cité dans les dias. Est-ce que vous savez ce que c'est la cohérence cardiaque? Alors c'est vraiment génial. C'est vraiment inspirer le même temps qu'on expire. Vous allez voir sur Internet, vous allez trouver, il y a des applications que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et donc en fait, le fait d'inspirer, et donc c'est 5 secondes. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes, et en fait vous avez des applications avec une petite pastille qui monte et qui descend, donc vous pouvez suivre du regard et quelque part calquer votre respiration sur le mouvement. Il y en a également des applications qui sont auditives et qui permettent vraiment de calquer la respiration. Et en fait après, ça régule en fait ce fameux système nerveux automatique dans notre corps à 2 vitesses.
Mais il faut savoir que 90% des raisons de consultation chez un médecin sont dues à la dérégulation de ces deux systèmes. Donc, vous vous souvenez, l'accélérateur, on produit les hormones de stress pour agir, et le frein, c'est le système nerveux parasympathique, nous permet de reconstituer nos réserves énergétiques. On est vraiment dans un stress aussi, on est trop sur l'accélérateur. Alors, quand on stocke dans son corps, donc l'obésité, le diabète de type 2, c'est aussi une dérégulation de ces systèmes. Et donc, respirer pendant 5 minutes de cette manière-là, ça régule dans notre corps le stress, l'anxiété. Donc c'est vraiment génial. On essaie. C'est une pratique qui est vraiment géniale. Renseignez-vous, ça ne coûte rien. C'est juste respirer d'une certaine manière pendant 5 minutes. On a encore 2 questions, monsieur et puis monsieur. Et puis madame. Excusez-moi, on n'a pas entendu, s'il vous plaît, 2 minutes. Est-ce qu'on peut faire un lien direct avec le syndrome de Stockholm par rapport à ça? Waouh. Alors, peut-être expliquer pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le syndrome de Stockholm. Moi, je vois bien, mais... C'est un otage qui prend la défense. D'accord. Et donc, en même temps, dans le même lien, est-ce qu'une victime, par exemple, de l'obésité et de l'inceste, peut aussi peut-être devenir une personne qui commettre ces crimes? C'est souvent lié, en fait. On a vu dans le conditionnement qui a été montré avec une odeur qui peut se transmettre. Alors on sait aujourd'hui que bien souvent les gens qui sont maltraitants, ils ont été maltraités. Donc ici c'est plutôt une forme de transmission comportementale. Donc voilà, je ne sais pas, mais il y a certainement un lien à faire. Maintenant je n'ai pas regardé ces études s'il y en avait sur le sujet, mais donc c'est clair que si on a été abusé, maltraité quand on était jeune, ça laisse des cicatrices. S'il n'y a pas eu de thérapie, plus tard, on reproduit en fait certains schémas comportementaux parce que c'est quelque part quelque chose qui nous a construit, qui nous a conditionnés. C'est pas linéaire. Je veux dire, on ne produit pas forcément les... Pas forcément. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a été maltraité qu'on maltraite. Pas forcément, et ça dépend ça aussi... Ça peut-être au niveau épigénétique, mais je veux dire, c'est pas... Ça dépend aussi... Linéaire, ça dépend l'environnement dans lequel on évolue. Voilà. Ça dépend de l'environnement, et puis... s'il vous plaît, il faut demander la parole. C'est clair que c'est pas du tout ni blanc ni noir. Donc il y a vraiment toutes ces nuances de gris entre les deux. Donc on le sait par exemple, tout le monde ne fait pas suite à un traumatisme, tout le monde ne déclenche pas un état de stress post-traumatique. Comme je vous disais, ce sont vraiment c'est de la psychiatrie. Donc il y a vraiment un changement dans le fonctionnement des circuits neuronaux. Parce qu'on n'est pas tous égaux face au stress. Ça dépend de tellement de facteurs qui vont faire que, oui, effectivement, on va déclencher cette réponse de l'organisme, on revit en permanence le traumatisme, et d'autres personnes ne vont pas le déclencher alors qu'ils étaient présents au même endroit, parce que ça dépend de toute une série de paramètres. Ça dépend de si on a déjà vécu des épisodes de stress, comment est-ce qu'on y a fait face, ça dépend de l'environnement, si on a un environnement sécure et soutenant, ça dépend de toute une série de facteurs, donc effectivement c'est loin d'être linéaire, on ne peut pas comme ça faire des corrélations. Mais en tout cas, au niveau comportemental, on sait qu'il y a certains comportements qui peuvent se transmettre, on l'a vu ici dans les études, donc voilà, restons ouverts et souples, mais voilà. Alors, c'est un caractère individuel, maintenant à l'échelle d'une société, par exemple le phénomène de groupe, on peut retrouver, parce qu'on a un donné, on ne va pas avoir une influence justement par rapport à ça. Je pense par exemple des crimes qui peuvent être commis dans des sociétés en Afrique ou même la guerre 40-45. Est-ce qu'il ne peut pas avoir amené un retour justement de défense, une peur qui amène à commettre les mêmes actes qui ont été commis? Ça, je ne sais pas répondre à cette question. Mais bon, vous avez un peu parlé d'Achoua tout à l'heure, mais je n'ai pas tout. Quelles étaient les recherches là-dessus? Donc là c'était pour montrer que quelque part les descendants avaient quelque part hérité de leurs parents qui étaient survivants mais qui avaient vécu ces épisodes dans les camps de concentration. Et donc quelque part ils avaient transmis à leurs descendants un changement dans leur ADN qui les prédisposait quelque part à être moins armés contre le stress, puisque ce fameux gène il est vraiment important dans la régulation de la réponse au stress.
Donc moi j'ai parlé de la transmission de ces traumatismes, mais que quelque part les guerres ont entraîné des guerres, ça évidemment c'est un problème de société. Donc moi je ne peux pas répondre à cette question-là. Excusez-moi de couper parce qu'on doit bientôt clôturer, j'ai encore 2 questions. Madame, et puis mademoiselle, madame. C'est pas grave. Non, on a encore le temps pour 3-4 questions, mais après on doit clôturer. Oui, en écoutant, je me disais que finalement, parce que c'est une idée que je me fais souvent, on revient, après avoir fait des tas de recherches, d'études, etc., à des réalités et des choses qui étaient pratiquées dans les cultures du Sud, les cultures plutôt collectives ou collectivistes, où effectivement on promeut la bienveillance, on promeut aussi les rituels, parce que tout ce qui existe comme rituel autour de la naissance montre bien à la mère, déjà au cours de sa naissance, comment protéger son enfant, et elle-même, quand elle sort de l'accouchement, comment en sortir de la meilleure façon possible. Bon, le fait que dans les cultures africaines et beaucoup de cultures asiatiques, le bébé soit au dos, permet l'ocytocine, que vous décriviez. Donc il y a énormément de choses dans les pratiques. C'est du bon sens en fait. Dans les pratiques et dans les rituels qui faisaient que tout ça se pratiquait, mais a été, par la modernité, finalement passé. Désincarné en fait. Oui, voilà. A été réduite à zéro. Voilà. À nous de nous réapproprier cela, puisque ça nous donne vraiment une énorme force de savoir que ça dépend de nous. Et qu'on peut être vraiment acteur et qu'on sait que certains comportements sont vraiment bénéfiques. Donc, je n'ai pas clôturé dans ce que je voulais dire, parce que quand vous dites que ça dépend de nous, en fait, on doit revenir de façon volontariste dans notre tête et rationnelle. Et je pense que c'est ce qui est mauvais. C'est-à-dire qu'on doit rationaliser qu'on a subi un traumatisme et qu'on doit maintenant s'en guérir. Alors que tout simplement, on aurait pu en faire l'économie en étant dans la prévention. Oui. Donc, on a quand même un problème de société qui fait que ça produit du traumatisme à tire-larigot ici, et qu'après, il faut venir mettre un pansement sur la jambe de bois, alors que tout simplement, on va droit toujours vers le précipice, c'est-à-dire qu'on continue encore pire, on accumule, on continue d'aller vers le précipice, et à la base, sans faire toutes ces études et toutes ces recherches et tous ces bouquins, ça a été réglé. Mais oui, mais donc au moins on sait qu'on peut faire du préventif. Oui, voilà, puisque c'est réversible, donc autant, quelque part, c'est ça que je disais, les 8 premiers jours de la vie, importance, enfin, je veux dire, si on le sait, c'est l'éducation qui est importante. Si on est informé, on peut effectivement aller vers cela et revenir effectivement à ces comportements parce qu'on sait que c'est bon pour notre santé, et d'où l'importance évidemment d'informer. Et alors à ce moment-là, on peut faire du préventif. Et c'est du bon sens. Juste, j'ai fini juste avec ça, mais je veux dire, on est très fort, nous, impactés par le fait de danser, et de danser souvent dans plein de circonstances différentes de la vie. Et j'ai vu à quel point ça protège de le faire. Ça protège de danser, mariage, naissance, machin. Et souvent, parce que j'ai une belle famille européenne, je vais là, c'est la fête, mais il n'y a personne qui danse. Et sincèrement, je compare les deux familles côte à côte et je vois, et dans les têtes, et dans le body language, et dans tout, à quel point on est préservé juste par ça, juste la danse. Après, on peut rajouter la bouffe, le rire aussi. Mais le rire, voilà. Enfin, le rire, la danse. En fait, ce sont des activités. C'est vrai que j'aurais pu rajouter le rire, la danse dans les activités. Le chant, on a vu l'influence de la musique. Hein, donc voilà, ok, ces études viennent confirmer, mais c'est du bon sens. C'est du bon sens. Mais c'est assez intéressant de voir, je ne sais pas si vous avez suivi le fameux discours de raciste de Sarkozy qui disait que l'Afrique est dans un éternel, qu'on recommence à entrer dans l'histoire, et qu'au final, en fait, apparemment, les Africains ont beaucoup à nous apprendre. Longueur d'avance. Il y avait encore une question quelque part. Avant vous, je pense qu'il y avait une question. Mademoiselle ? Oui. On avait commencé à parler un peu du traumatisme de groupe, et je me disais par rapport à l'impact d'un stress justement chronique et quotidien et subi par un groupe de personnes comme le racisme, comment est-ce que on peut avoir une interaction entre
certaines personnes qui vont vivre ça de manière plus violente, où on va avoir des vrais traumatismes ou des vraies violences, et on va voir ce stress un peu émaner dans la famille proche, dans les amis. Est-ce qu'on peut voir, quand il y a un traumatisme, que cette épigénétique, ce stress se répercute dans le groupe dans lequel on vit? Et donc, du coup, est-ce qu'on n'a pas, je dirais, dans une certaine communauté qui vit un stress comme ça permanent, un stress permanent, mais qui ne vient pas forcément d'un groupe? Enfin, je sais qu'il peut y avoir des actes racistes très violents, mais ça peut aussi être le racisme administratif ou d'État, il est un peu latent, c'est pas quelque chose de concret qu'on a forcément face à soi tout le temps. Est-ce qu'à ce moment-là, il y aurait des études qui montreraient aussi l'impact au niveau d'un groupe, un épigénétisme de groupe, où on voit que tout le monde a une sorte de réaction à un traumatisme, ou alors pourrait, alors aussi, entre guillemets, comme vous dites, avec la danse, avec plein d'autres moyens de résilience, réussir à se guérir un petit peu quand alors, c'est un peu la même question que monsieur. Oui, c'était un peu la même question. Il existe peut-être des études sur le sujet. Maintenant, je n'ai pas été voir. Mais en tout cas, il y a un impact dans la transmission d'une génération à l'autre, mais aussi. Hein, donc voilà, je veux dire, si c'est un groupe de personnes, de toute façon, on sait que dans notre cerveau, on a des neurones miroirs. Et donc ces neurones nous permettent d'imiter les autres. C'est lié au processus d'apprentissage. On sait que quand on va voir, par exemple, un concert ou un match, on va être pris par l'émotion. Donc je veux dire, il y a vraiment ces émotions qui sont vécues par le groupe, des personnes qui sont présentes. Et donc là, on sait, et ces neurones miroirs, c'est un peu comme si on ressentait l'émotion dans notre corps et que cette émotion était communicative. Donc ici, on voit que voilà, les émotions ont un impact, mais donc c'est logique qu'il y ait un effet sur tout le groupe qui forme comme un petit peu une seule, un peu comme une seule et même personne. Maintenant, individuellement, comme je le disais, il y a les nuances, parce qu'on est tous différents, on ne va pas être confrontés tous aux mêmes situations, et notre capacité de résilier peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière et ultime question? Après, on va devoir rentrer à la maison. Oui, c'est plus une remarque. Moi, je suis coach thérapeute et j'utilise une méthode qui s'appelle le SEL, le système d'alignement neuroémotionnel. Et donc, c'est repasser par le corps, donc par les émotions, pour provoquer les changements. On attire à soi ce que l'on est, et donc nos pensées et nos émotions émettent des ondes électromagnétiques, les pensées électroniques et les émotions magnétiques. Et donc, voilà, c'est une autre méthode, une autre façon aussi de reprogrammer, de retravailler en passant par le corps. Pour moi, c'est vraiment un outil essentiel, le corps, qui est en contact avec le subconscient et qui... Tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense sincèrement que pour que les changements se passent en profondeur, c'est important que ça passe par le corps. Et de toute façon, le stress et les émotions, c'est vécu dans le corps, c'est pas dans la tête. Quand vous avez une colère, c'est dans le corps. Vous allez sentir cette chaleur, les mâchoires qui se tendent, les épaules qui se tendent, le regard qui se focalise. On est bien dans le corps. Donc pour guérir, c'est clair que c'est important que ça passe par le corps. Et justement qu'il y ait ce rééquilibrage qui se fasse entre le corps et la psychologie, et que ça aille dans les deux sens, parce que sinon on n'est pas bien. Donc c'est important d'être bien dans son corps pour être bien dans sa tête et inversement. Alors cette thérapie, si vous pouvez me donner le nom, parce que je ne connais pas, ça m'intéresse. Et vous-même, comment travaillez-vous, comme dernière question? Voilà, donc ici, moi je suis thérapeute somatopsychique, donc justement j'utilise des méthodes qui font le lien entre le corps et les émotions et le psychisme, et je pars du corps. Donc moi, mon approche de base, j'ai été formée par un ostéopathe, et donc son approche s'appelle la cohérence somatopsychique. Et donc en fait, c'est un test corporel d'ostéopathie qui permet de retrouver ces cicatrices du stress. Et donc c'est un stress qui est vraiment le stress sans action. Donc vous l'aviez vu tout à l'heure, donc en cas de danger, soit on peut agir, fuite ou attaque, et si on ne peut pas agir, on va se figer. Donc c'est vraiment ces stress d'inhibition de l'action qui sont recherchés au niveau du corps, parce que ça modifie la mobilité du corps. Donc on va vraiment retrouver de la rigidité dans certaines parties du corps, et on recherche en fait sous quelle forme le stress est inscrit, avec un test de microkiné qui permet de retrouver un petit peu l'émotionnel.
Donc ici, moi je ne pratique pas des prélèvements sanguins, etc. C'est vraiment un test corporel. Et alors après, oui. Donc c'est un test corporel très doux qui permet de retrouver ces cicatrices émotionnelles, de pouvoir retrouver à quel moment le stress est inscrit dans les tissus. Et puis on fait les liens. Donc on voit un petit peu avec la personne en fonction de sa demande. Donc moi je pars de la demande, du symptôme, la raison pour laquelle la personne consulte. Et on voit en fait quels sont les moments où le stress est inscrit. On confronte à la réalité jusqu'à ce qu'on trouve une cohérence entre ce que le corps raconte et la réalité. Une fois que l'image mentale qui est derrière est claire, on travaille au niveau corporel à apporter en fait des stimulations de correction qui apportent la solution qui a manqué à l'époque pour trouver une solution. Puisque un stress d'inhibition de l'action, c'est un stress où justement on n'a pas trouvé de solution adaptée au moment où l'événement s'est passé. Donc on fournit au corps l'élément qui a manqué pour solutionner. Et comme notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, eh bien on peut travailler cela avec des visualisations par exemple, ou bien travailler vraiment au niveau corporel. Donc les stimulations de correction, ça dépend vraiment de ce qu'on va trouver. Et alors ce qui est vraiment génial au niveau corporel, et ça marche très bien aussi avec les enfants, je ne sais pas si vous connaissez l'intégration des réflexes archaïques. Non ? Et donc en fait ce sont des réflexes qu'on a tous au cours de notre développement. Donc vous avez peut-être déjà vu certains enfants qui, quand ils entendent un bruit, ils vont faire sursauter, ouvrir les bras. Ça c'est le réflexe de Moro. Ce sont des réflexes qui vont en fait s'activer au cours de notre développement, du début de notre vie fœtale jusqu'à l'âge de 3 ans. Ça permet notre développement neuromoteur. Donc c'est ça qui fait qu'un jour on sait marcher et faire toutes sortes de choses précises avec nos mains. Et le tout premier réflexe qui va s'activer en nous, c'est un réflexe en début de vie fœtale qui s'appelle le réflexe de paralysie par la peur. Donc c'est un réflexe de repli sur soi. Donc si en vie fœtale le fœtus perçoit un danger, eh bien il va se mettre en mode protection, il va se mettre en boule comme les éléphants. C'est un réflexe de survie. Alors ces réflexes s'activent à un moment de notre développement. Une fois qu'on a acquis le mouvement, ils s'intègrent. Et ça se passe comme ça jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors, suite à un gros choc émotionnel, eh bien, le réflexe de paralysie par la peur, il se réactive. Donc, c'est vraiment un réflexe de survie. Et en fait, quand on retrouve, par exemple, un stress qui s'est inscrit en vie fœtale ou à la naissance chez l'enfant, eh bien, on peut, avec des petits mouvements rythmés très simples au niveau du corps, faire en sorte, en fait, que le réflexe ne soit plus actif. Donc ça, c'est vraiment génial, parce qu'il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage scolaire, et il y a un événement qui paraît anodin, qui a réactivé, qui peut être anodin, qui a réactivé ce réflexe-là. Et donc avec des petits mouvements tout simples au niveau du corps, qui visent en fait à sortir le corps de cet état de repli, pour retrouver en fait une capacité d'être bien, d'être ouvert, de retrouver en fait toutes ces capacités, eh bien ça se corrige vraiment bien avec des petits mouvements rythmiques. Donc ça s'appelle l'intégration des réflexes archaïques par des mouvements rythmiques. Okay.